Vous retrouvez encore cette semaine sur Médian pour un nouveau numéro d'Hebdo Santé qui s'intéresse à la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral ou AVC. Avec cette grosse interrogation, pourquoi chaque minute compte? Et pour répondre, docteur Kwaku Joseph, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes médecin, c'est bien ça, spécialiste en médecine physique et de réadaptation au CHU de Yopougon. c'est ça. D'accord. Merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites d'être sur notre plateau. Et on la retrouve donc sur notre plateau également avec beaucoup de plaisir. Elle qui a donc fait un AVC et qui a récupéré avec beaucoup de succès. Madame Nyango Chantal Benelt, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. D'accord. Alors vous êtes la présidente de l'ONG AVC Espoir Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et c'est justement votre situation qui vous a amené donc à mettre en place cette organisation pour sensibiliser, apporter la bonne information donc aux personnes victimes d'attaques cérébrales. C'est cela? Tout à fait. Et je note au passage que Dr Kwaku fait partie de AVC Espoir. D'accord, allez, c'est votre spécialiste maison. C'est notre spécialiste maison, il a une double casquette. D'accord, c'est super. Alors tout de suite, docteur Kwaku, quelle est l'actualité sur les AVC? Je veux parler de la fréquence, de l'incidence, de l'épidémiologie. Tout à l'heure, vous disiez que chaque minute compte. Effectivement, chaque minute compte parce que on estime que toutes les 4 minutes, un individu est victime d'un AVC. Et l'incidence, bon, j'ai les chiffres de France, les chiffres de Côte d'Ivoire sont les incidences, ce sont des chiffres, disons, hospitaliers, donc ce sont des estimations. Donc, pour l'incidence, on note environ 140 000 nouveaux cas d'AVC par an. Dans le monde? Par an. Par an, dans le monde? En France. D'accord, en France. Hein. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est environ 15 000 nouveaux cas. Bon, 15 000? 15 000 nouveaux cas. C'est beaucoup. Je suis sûr que c'est sous-estimé, parce qu'on n'a pas toutes les données. Et donc, une personne sur 6 sera forcément victime d'un AVC. Dans sa vie? Hein. Dans sa vie. D'accord. Et l'AVC soit occasionne le décès de celui qui en est victime, et soit s'il est survécu, bon, s'il s'en sort, il va conserver des séquelles, garder des séquelles, ou soit il s'en sort sans séquelles. Donc on évalue environ 25% de décès des personnes qui sont victimes d'AVC. La moitié, environ 50%, gardent des séquelles et les 25% autres en guérissent sans séquelles. D'accord. Et l'AVC constitue la première cause de décès chez les femmes parce qu'elles ont une espérance de vie beaucoup plus élevée que les hommes. Et aussi la troisième cause du handicap acquis sur les jeunes. Donc pour les séquelles, et donc je disais que c'est la première cause du handicap. Donc 30% malheureusement sont victimes de dépression, dont il faut détecter tôt et prendre en charge. Voilà. Donc voici des données, des chiffres qui font que cette maladie fait vraiment peur. Mais on se demande qu'est-ce que c'est que l'AVC, comment survient donc un AVC. Là, cette fois-ci, on va vous retrouver donc dans votre salle d'hospitalisation. C'est au centre donc de réadaptation physique du CHU de Yopougon pour avoir donc quelques explications. Globalement, on a deux types d'AVC. On a l'AVC ischémique, comme on le voit sur ces images. Voilà, donc, dans l'AVC ischémique, on a un caillot de sang qui obstrue un vaisseau. Et dans l'AVC hémorragique, on a un vaisseau qui est perforé, qui s'explose et qui engendre un écoulement de sang dans la boîte crânienne. Donc pour les téléspectateurs, ischémique, hémorragique, ça fait un peu des détails techniques. Donc on va essayer de simplifier grâce à ces deux schémas que vous voyez sur l'image. Donc la première image, on voit le carrefour d'un vaisseau et on voit un élément qui est ici, qui paraît un peu noir. Et là, c'est le caillot. Donc le caillot va obstruer ce vaisseau et tout ce qui est en aval du vaisseau ne sera plus irrigué. Donc il y a un délai. En général, c'est 4 à 6 heures pour que toutes les cellules du cerveau en aval meurent. Ça, c'est l'AVC ischémique. Et c'est cette image qu'on retrouve au scanner, comme je vous le disais, qui apparaît noir. Là. Son homologue, l'AVC hémorragique, vous voyez là, c'est pratiquement le même vaisseau.
Mais cette fois-ci, au lieu d'une obstruction, on a une rupture de la paroi vasculaire et qui entraîne bien sûr un saignement. Et ce saignement est bien visualisé avec le scanner qui apparaît tout blanc. Voilà. Donc, l'AVC ischémique, heureusement, n'emporte en général pas le malade, donc il n'y a pas un risque vital pour le patient. Par contre, l'AVC hémorragique peut emporter le malade. Voilà. L'avantage de l'AVC hémorragique, si on ne meurt pas, en général, on récupère le maximum des fonctions. Par contre, l'AVC ischémique, on garde beaucoup les séquelles. Et les séquelles peuvent être réduites, bien sûr, si la prise en charge est précoce. Le schéma que vous voyez, qui est intitulé « Fonction du cerveau », l'AVC entraîne une lésion d'une partie du cerveau. Et les cellules qui caractérisent le cerveau, on les appelle les neurones. Voilà. Et il y a un délai pour pouvoir rétablir la continuité de la vascularisation. Bon, de plus en plus, on parle du délai de 4 voire 6 heures. Passé ce délai, les cellules du cerveau meurent et leur mort est définitive. Et chaque cellule est spécialisée dans une fonction précise. Si on fait 2 AVC, au fur et à mesure qu'on fait des AVC, on perd des neurones. Et chaque neurone a une fonction spécifique. Donc, ces fonctions spécifiques, c'est ce qu'on voit sur le schéma. Voilà. Et donc, chaque partie du cerveau a un rôle bien défini. Vous voyez la partie frontale qui est en jaune. Donc, c'est lui qui nous permet de planifier nos activités, c'est lui qui fait nos programmations, c'est lui qui nous permet d'initier tout ce qui est activité, c'est lui qui nous permet de réfléchir. La partie en vert qui est tout juste en arrière de la partie jaune, tout juste en arrière, c'est elle qui commande tout ce qui est mouvement volontaire. Par exemple, les mouvements volontaires de la main qui sert à l'appréhension, les mouvements volontaires du membre inférieur qui sert à la marche. Donc la plupart, c'est ce qu'on voit, c'est ce que tout le monde voit. Et en arrière, on a le lobe occipital qui apparaît en bleu, c'est elle qui coordonne tout ce qui est vision. Voilà. Par exemple, je vois toute panoplie d'images dans la salle, il y a la caméra, il y a le journaliste, il y a les caméramans, il y a la décoration. Tout ça, je perçois en un instant record grâce à ce lobe frontal, ce lobe occipital. Donc dès qu'il est touché, il n'y a plus possibilité de percevoir les images. Donc, nous, on parle de cécité corticale. L'œil, il est normal. Le nerf optique, il est normal, mais c'est la zone de perception qui est perturbée, qui est touchée. En général, il n'y a pas de possibilité de récupération. En violet, c'est le lobe temporal. Donc, chaque partie du cerveau, comme je le dis, a une fonction spécifique. Mais les fonctions qui sont les plus importantes sont les fonctions cognitives. Communication, compréhension, reconnaissance. Ce sont les parties, je dirais, les parties cachées de l'iceberg. Ce qu'on voit, c'est le déficit de l'hémicorps. Et c'est ce qu'on, la plupart du temps, on traite. Mais la partie qui est cachée, qui fait de nous des êtres humains pensants, réfléchissants, pouvant vaquer à nos occupations, c'est la partie cachée. Et que le médecin rééducateur doit forcément rechercher. Soit le médecin rééducateur, soit le neurologue. Le cerveau, c'est un organe qui est très formidable. Elle a la capacité de s'adapter, voilà, de récupérer une fonction qui est perdue. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc, c'est quoi la plasticité cérébrale? Donc, on regarde sur ce schéma. C'est pour seulement expliquer de manière simple pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Donc là, on a notre cellule cible, voilà, qui a une fonction précise. Là, on a d'autres cellules qui sont des neurones, donc qui vont s'interconnecter. Plus les neurones s'interconnectent, plus leur fonction est précise. Voilà. Donc, au niveau du deuxième schéma, qui représente une neurone qui est lésée. Dès qu'elle est lésée, qui est montrée par la croix rouge, la neurone, elle meurt. Voilà, elle meurt. Donc, on retrouve bien le troisième schéma qui n'existe plus. Mais quand elle meurt, comment faire pour retrouver sa fonction? Donc, les autres cellules essaient de se mettre en connexion pour essayer de récupérer au mieux sa fonction.
Je t'explique aussi simplement, mais ce n'est pas aussi simple, hein, mais c'est pour les spectateurs pour qu'ils puissent comprendre. Donc, vous voyez, là, on a 3 antennes qui sont les dendrites pour la neurone en jaune et identiques pour la neurone en violet. Et dans le processus de neuroplasticité, vous voyez qu'on a une augmentation des antennes pour que les 2 neurones qui étaient distants après la lésion de la 3e puissent entrer en connexion. Voilà. Plus les neurones sont en connexion, plus leur rôle ou bien leur fonction est beaucoup plus précise. Et là, dans le processus de la neuroplasticité, c'est de pouvoir imiter le rôle ou bien la fonction de la neurone qui est morte. Et ce processus de neuroplasticité est accéléré au mieux par une prise en charge rééducative précoce. Et cette prise en charge rééducative précoce, ou bien la précocité de cette prise en charge va dépendre du type d'AVC. Voilà, merci donc à Ferdinand Kwaku qui a réalisé cet élément. On a vu donc dans l'élément tout à l'heure qu'il avait 2 types d'AVC. Madame Niawo, dites-nous, dans votre cas, il s'agissait de quel type d'AVC dont vous avez été victime? Moi, j'ai fait ce qu'on appelle un AVC ischémique, dont le docteur Kwaku a évoqué. D'accord. Il a dit qu'avec l'AVC ischémique, il y avait plus de chances pour le malade de récupérer, c'est ça? AVC hémorragique. D'accord, oui. Non, je disais que tout à l'heure, les patients récupèrent au mieux quand ils sont victimes d'un AVC hémorragique. Hémorragique. Oh, d'accord, ok. Bien, mais vous avez quand même... oui. J'ajoute que ce n'est pas le seul critère pronostic. Voilà. Il y en a d'autres. D'accord. Donc il y a l'âge, il y a la taille des lésions, et ainsi de suite. Alors, assez rapidement, je voulais revenir sur une information. On a vu dans l'élément, vous avez dit qu'une personne pouvait faire plusieurs fois un AVC. Oui. Combien de fois? Autant de fois qu'il est exposé aux facteurs de risque. D'accord. Voilà, donc il faut rechercher et puis traiter. Justement, quels sont ces facteurs de risque? Bon, globalement, on a identifié 10 facteurs. 10 facteurs. L'hypertension artérielle qui est le facteur prépondérant, environ 40%. Ensuite, on a l'obésité. De plus en plus, l'obésité devient un problème de santé publique. D'accord. Voilà. Après, on a le tabac. Heureusement, il y a beaucoup de campagnes actuellement pour prévenir ou bien pour essayer de limiter la consommation de tabac. On a aussi l'alimentation déséquilibrée. Voilà. On mange un peu n'importe quand, n'importe quoi. Voilà. Ouais. On a aussi le manque d'activité physique, la sédentarité. Voilà. On est tout le temps en voiture. On va au boulot en voiture, on est assis au bureau. Et les week-ends, on est tellement épuisé qu'on n'arrive pas à effectuer des activités physiques. Il y a aussi la consommation d'alcool. Il y a le diabète, ça c'est reconnu. Il y a aussi le taux élevé de certains lipides, en majorité le cholestérol et puis les triglycérides. D'accord. Et puis sans oublier les facteurs psychosociaux. Il y a le stress professionnel. On est débordé par le travail, on demande un peu trop, on est surchargé. La vie est chère, on y pense beaucoup, on pense à l'avenir des enfants, comment payer les loyers. Donc tout ça peut être un facteur. Voilà. Et puis aussi, il y a l'isolement social, ceux qui vivent seuls. Et enfin, comme 10e facteur, il y a les maladies cardiaques. Ça, c'est important. Surtout une maladie qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Et c'est cette maladie qui, en général, la cause des récidives d'AVC. Donc, normalement, à partir de certain âge, il faut faire un bilan cardiaque annuel pour vite l'identifier et traiter. Chez vous, Mme Niawo, quel a été le facteur qui est mis en cause? Bon, rétrospectivement, on pourrait dire que c'est le stress au travail, en fait. Le stress au travail, mais sinon, en dehors de ça, je n'étais pas hypertendue, ni diabétique, en fait. Je n'avais pas de facteur de risque connu, en tout cas. Et puis, bon, vous travaillez sous pression, vous avez beaucoup moi, je travaillais avec feu mon patron, M. Zadi Kessi. L'évocation de ce nom doit vous dire déjà la charge de travail qui est par derrière. Donc, c'était un niveau de travail, mais voilà. Et cela a eu malheureusement des conséquences. Bon, d'accord. Allez, on va parler donc des troubles. Lorsqu'il y a une attaque cérébrale, quels sont les symptômes
Ok, merci. On observe tout de suite. Bon, les symptômes sont variés et c'est fonction, comme je le disais tout à l'heure, du siège de la lésion. Mais les premiers, bien les signes qui sont plus visibles, c'est le déficit moteur. Donc on a toute la moitié du corps qu'on arrive à difficilement mobiliser, qu'on appelle dans notre langage médical hémiplégie ou hémiparésie. Et associé à ce déficit moteur, on a ce qu'on appelle la spasticité. La spasticité, on le définit simplement comme une contraction exagérée lorsqu'on étire le muscle. Donc cette spasticité, en général, aux membres supérieurs, va prédominer sur tous les muscles qui permettent la flexion. Donc on a la main qui est fléchie, on a le poignet qui est fléchi, on a le coude qui est fléchi. Donc du coup, ça limite les mouvements volontaires et ça crée ce qu'on appelle un problème esthétique. Donc il faut prévenir et traiter. En dehors des troubles moteurs, on a les troubles sensitifs. Donc la personne ne sent pas bien son demi-corps ou encore bien ressent des expressions douloureuses, qui ne sont pas vraiment des douleurs, qu'on appelle douleurs neuropathiques. Et puis la personne aussi, quelquefois, a des troubles de l'équilibre, les troubles de la posture, les troubles de la marche, mais liés à ce qu'on appelle un trouble de la sensibilité profonde. La personne a du mal à marcher. A du mal à marcher, a du mal à garder son équilibre. Voilà, c'est ça. Ces troubles sont mineurs, contrairement aux troubles qu'on appelle les troubles liés aux fonctions cognitives ou aux fonctions intellectuelles. Et ces troubles varient en fonction du côté du cerveau. On a deux cerveaux. On a le cerveau gauche, qu'on appelle l'hémisphère cérébral gauche, et puis on a le cerveau droit. Voilà. Donc, en fonction de la zone de lésion, les troubles des lésions cognitives varient. Je donne pour exemple, au niveau lorsque le côté droit du cerveau est touché, on a un trouble de langage. Voilà. Donc, les personnes ont du mal à s'exprimer. Voilà. Donc, parfois aussi, on a un trouble de l'organisation des gestes. Quand c'est le côté gauche, parfois, on a tout un demi-corps qu'on ignore. Donc, c'est un patient qui tourne la tête et les yeux du côté droit, et tout ce qui se passe de ce côté gauche, il ignore. Alors, c'est tout de suite qu'on observe ces signes-là, dès que l'attaque se produit, c'est ça? Oui, parfois, lorsque la lésion est grave, oui. Mais dans les mini-négligences, parfois, ça passe inaperçu. Donc, la personne peut être au volant de sa voiture, et puisqu'il ignore tout ce qui est de son champ visuel gauche, voilà, il peut faire un accident grave. Donc très tôt, il faut l'identifier et le prendre et le traiter. D'accord. Alors, quand vous parlez de traiter, on parle déjà de prise en charge. C'est ça. Dès qu'il y a une attaque cérébrale, quand intervient le traitement, la prise en charge? Comme je le disais, la prise en charge doit être la plus précoce possible. Quand il s'agit d'un AVC ischémique, l'objectif, c'est de pouvoir libérer la lumière vasculaire qui est obstruée. Donc, c'est une course contre la montre. Donc, il faut identifier les signes qui permettent de nous orienter vers l'AVC, conduire le patient rapidement aux urgences. Normalement, c'est dans une unité neurovasculaire qu'il faut prendre en charge le patient dans un délai très court, 4 à 6 heures. 4 à 6 heures? 4 à 6 heures. D'accord. En Europe, ils ont des moyens de transport qui les permettent de médicaliser. Mais ici, je pense qu'il y a une initiative qui est faite au CHU de Cocody et puis dans une clinique de la place pour ne pas faire des publicités. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, allez-y. Oui. Oui, Madame Yao, dans votre cas, est-ce que vous avez bénéficié justement de cette prise en charge précoce? Il faut dire que dans mon cas, comme je dis toujours, je suis une exception. Peut-être la mauvaise exception à bien des égards. Parce qu'il faut dire que l'AVC en Côte d'Ivoire, tel que pris en charge, c'était par des personnes du 3e âge, les seniors. Et vous imaginez, j'ai fait un AVC à 35 ans. Donc, je n'avais pas déjà le bon profil. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle une errance de diagnostic. Errance de diagnostic Une errance de diagnostic. On a eu du temps. Ça a pris du temps pour poser le bon diagnostic. D'accord. Et donc, ce temps-là a fait passer, on a eu le temps, c'est le lendemain que le diagnostic a été posé. Donc, du coup, en plus, j'étais dans le coma et tout ça. Donc, du coup, l'un dans l'autre, ça n'a pas été aisé pour faire le bon diagnostic.
Ensuite, le diagnostic a été fait, puis tout de suite, la prise en charge s'est mise en place. Donc, j'ai tout de suite commencé la kinésithérapie, etc. Alors, comment, je veux dire, à quel moment on a parlé donc de la prise en charge, qui doit se faire donc le plus tôt possible, mais quel est le circuit de prise en charge? Le circuit de prise en charge, comme je le disais, est urgence médicale, une unité de neurologie, au mieux une unité de neurovasculaire. Quand il s'agit pour l'AVC ischémique, la prise en charge rééducative est initiée dès l'hospitalisation du patient, voilà, en neurologie. Voilà. Donc, et même pour l'AVC hémorragique, tout dépend des objectifs visés. 10 jours après l'hospitalisation, le patient peut être transféré dans une unité de rééducation d'hospitalisation. Mais déjà avant les 10 jours, je veux dire, la prise en charge a commencé là déjà. Avant les 10 jours, la prise en charge est effectuée dans une unité de neurologie. Et donc le patient est stabilisé. Voilà. En ce moment-là, il faut le transférer rapidement dans une unité d'hospitalisation et de rééducation. Pourquoi hospitalisation et rééducation? Parce qu'il faut une prise en charge active. Voilà. D'accord. Une prise en charge active, vous avez dit. Et donc le malade doit être sur place et il doit bénéficier donc de l'assistance du personnel médical. C'est ça. D'accord. Et bon, malheureusement, pour ce que je sais, il y a une seule unité de rééducation d'hospitalisation en Côte d'Ivoire, voilà, qui était implantée au sein du CHU de Yopougon, qui actuellement est en réflexion. Voilà. Donc, du coup, cette prise en charge active, multidisciplinaire, parce que c'est pas seulement la kinésithérapie. Voilà. Toute fonction qui est touchée doit être prise en charge par un spécialiste. Donc, troubles cognitifs pris en charge par un neuropsy, troubles de l'appréhension, de la coordination des mouvements, membre supérieur est pris en charge par un ergothérapeute, qui malheureusement il n'y en a pas. Troubles de la posture, de la marche, c'est pris en charge par le kinésithérapeute. Et puis il y a d'autres troubles, comme par exemple les troubles de la déglutition, les troubles du langage, c'est pris en charge par un ergothérapeute. Et tout ça peut prendre combien de temps? Tout ça peut prendre au moins 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Madame Miron, vous avez suivi tout ce parcours sans trop de difficultés en combien de temps? Moi, j'ai suivi tout ce parcours, mais chez moi, c'est la kinésithérapie qui a pris plus de temps. Parce que, comme il l'a si bien, le docteur Kwaku le dit si bien, moi, j'ai dû réapprendre à déglutir. Donc, j'étais nourri par sonde. Et puis, après la sonde, je suis passé. Les réflexes étant revenus, j'ai recommencé à manger normalement. Mais j'ai un orthophoniste qui m'a accompagné pour le langage aussi, pour réapprendre à parler correctement. Parce que quand je suis sorti du coma et tout ça, le son qui sortait de ma voix, c'était un son guttural qui n'était pas, qui était incompréhensif en fait, pour mon entourage. Donc l'orthophoniste est venu corriger un peu tout ça. Et puis par la suite, je crois que j'ai fait ça pendant 2-3 mois quasiment. Mais j'ai eu, comme il le dit, j'ai eu tous les spécialistes pluridisciplinaires qui étaient à mon chevet. Mais comme j'aime bien le dire, quand vous êtes en milieu hospitalier, il n'y a vraiment pas de problème en Côte d'Ivoire. Là où il y a une difficulté, une réelle difficulté pour les victimes d'AVC, c'est quand vous sortez de la phase d'hospitalisation. Quand vous sortez, c'est-à-dire quand vous êtes à l'hôpital, vous avez tout ce monde qui sont autour de vous. Pour le moindre petit bobo, c'est pris en charge, tout ce qu'on appelle le spécialiste. Vous dites au docteur, j'ai un souci d'incontinence, tout à l'heure, on va vous donner quelqu'un qui va vous gérer. Mais quand vous sortez de là, mais vous êtes totalement livré à vous-même. D'accord. C'est ça qui est là, c'est ça qui constitue la tragédie de l'AVC. La tragédie et la véritable difficulté donc de et c'est ce qui fait qu'on perd beaucoup de patients, parce qu'à quel moment on découvre que ce patient-là, il est dépressif. La famille n'a pas suffisamment d'informations. On ne connaît même pas la pathologie. Donc du coup, cet individu qui peut-être hier était professeur de lycée, quand il rentre à la maison, la dépression fait qu'il n'a envie de communiquer avec personne. La famille qui ne sait pas va dire il est difficile. Personne ne l'approche. Et parfois même les médicaments qu'on lui donne qu'il est censé prendre.
puisque le monsieur, il veut se laisser mourir, il ne les prend même pas, en fait. D'accord. D'accord. Donc, aujourd'hui, notre combat, c'est le post-AVC. Quand on sort de la phase d'hospitalisation, c'est là que moi, je vois souvent je trimballe docteur Kouakou dans les visites à domicile. Je dis, docteur Kouakou, s'il te plaît, organise-toi, on va voir tel patient. Parce que le patient, il faut qu'on réorganise sa prise en charge à domicile. Et malheureusement, il est seul, c'est lui qui fait tout ce travail-là. D'accord. Alors, vous pensez que c'est assez rapidement, on est déjà au terme de... Je vais répondre rapidement sur ce qu'elle a dit. Oui, d'accord. Normalement, un patient victime d'un AVC, après stabilisation du patient, doit être suivi par le médecin rééducateur et qui travaille avec toute cette équipe de paramédicaux. Donc, quand le patient est hospitalisé, on définit des critères de sortie, des critères d'hospitalisation. Dès que les objectifs sont atteints, en ce moment-là, on prépare ce qu'on appelle le retour à domicile. Normalement, le patient ne doit pas être livré à lui-même. Donc, on identifie tous ces problèmes, on précise bien tous ces différents rendez-vous de consultation, et puis on le suit jusqu'à ce que tous ces troubles soient maîtrisés. Et c'est ce qui est fait? Malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Parce que nous ne sommes pas nombreux, les médecins rééducateurs. D'accord. Donc, les médecins, les patients, je veux dire, sont souvent laissés livrés à eux-mêmes. Et je pense qu'il faut donc voir ça pour le bonheur donc, des malades. En tout cas, vraiment merci à vous d'être venus donc, pour nous donner toutes ces informations. On retient donc que l'AVC est une urgence vitale. Merci à vous, Madame Niawo Chantal Benel. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG AVC Espoir Côte d'Ivoire. En tout cas, merci pour toutes ces informations et on aura plaisir à vous retrouver pour certainement continuer la sensibilisation. Également, grand merci à vous, docteur Kouakou Joseph. Vous êtes médecin spécialiste en médecine physique et de la réadaptation au CHU de Yopougon. Grand merci à l'équipe de réalisation et également à vous pour l'intérêt que vous portez à Hebdo Santé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours sur Média.